À l'ère numérique, l'art devient une affaire de code, d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Ce qui se donne à voir n'est souvent que la face émergente de toute une infrastructure langagière qui gouverne et opère en coulisses. L'image elle-même se rapproche de l'écriture, produite par des machines de vision, objets de programmation et de calcul logiciel, d'indexation et d'archivage dans des bases de données. Ces modes d'existence relèvent d'actes d'écriture, que les artistes, qui jusque-là n'avaient pas toujours la main, proposent de réinvestir en les mettant à l'épreuve. L'écriture du code et la puissance des algorithmes bousculent-ils les relations entre art et langage ? Pour en traiter, je vais porter l'accent sur une sélection d'œuvres, réflexives et souvent critiques, qui proposent de décrypter et de décoder les actes de langage de l'ère numérique. En effet, si les années 90 ont été marquées par l'utopie démocratique qui accompagna le développement d'Internet, la période actuelle est volontiers plus dystopique. L'emprise des GAFAM ayant notablement transformé la donne, la machine de l'ère numérique apparaît désormais comme une boîte noire, un outil performatif, mais qui est aussi un système clos. Comme le montre l'archéologie des médias, les machines numériques, à l'instar de l'ordinateur, fonctionnent aujourd'hui en mode protégé, et cessent peu à peu d'être des machines d'écriture, au sens où le hardware, le software et les interfaces sont toujours plus verrouillés. Dans ce contexte, certains artistes revendiquent une implication qu'ils qualifient de parasitaire. Leur action vise à contaminer Internet par des virus artistiques qui empruntent leur logique aux hackers et quelquefois au comportement déviant des pirates informatiques. C'est le cas des œuvres pionnières de Jodi, qui prennent pour cible la structure du langage HTML, par altération du code et transformation des balises permettant l'agencement des sites web. En opérant une intrusion à la racine même des sites, au niveau du langage et du code informatique, leurs œuvres génèrent des erreurs basiques et des commandes contradictoires, l'erreur système 404 faisant ici figure de leitmotiv créatif. Ces artistes mettent en œuvre une pratique de l'infection et de la contamination, leur démarche ayant pour objet l'incident, le bug, l'inconfort technologique, leurs interfaces de brouillage confrontant le visiteur à l'apparition constante de messages d'alerte, et engendrant une perte de contrôle de l'ordinateur qui ne répond plus à aucune commande. Mais plus encore, ici, le code source peut être qualifié d'acte d'écriture, c'est-à-dire de texte performatif. L'enjeu vise l'infiltration directe des disques durs et des systèmes d'exploitation, faisant du public la victime d'un complot esthétique et algorithmique. Du point de vue politique, il s'agit également d'ouvrir la boîte noire et de révéler les infrastructures logicielles, la plupart du temps invisibilisées. Le vocable anglais Operating System donne mieux la mesure du caractère actif de ces virus poétiques. À l'image de l'œuvre de l'artiste Jérôme Hill dont la performance For Bombshell, en 2002, consiste en un code virus poétique, dont l'autoréplication et la génération de processus contradictoires épuisent les ressources des serveurs. Cette dénommée For Bombshell Asciar se veut un double hommage aux traditions littéraires rebelles et aux performances subversives et militantes du netard. Je cite. Considérant le code source en tant que littérature, je dépeins les virus comme une poésie maudite, j'ambie contre ceux qui vendent le net comme une zone sûre pour une société bourgeoise. Les relations, les forces et les lois qui régissent le domaine numérique diffèrent de celles du monde ordinaire. Le domaine numérique produit une forme de chaos, parfois inconfortable parce qu'inhabituel, bien que fertile, dans lequel les virus opèrent des compositions spontanées, lyriques, qui provoquent des imperfections dans des machines conçues pour servir et permettre la rébellion de nos sphères numériques. D'autres artistes, à l'instar du berlinois Aram Bartol, questionnent et parodient cette performativité du langage de l'ère numérique. Je pense notamment à la pièce Forgot Your Password, développée suite au piratage et à la fuite sur Internet des LinkedIn. L'artiste produira une édition papier en 8 volumes, une sorte d'annuaire public des passwords privatifs et théoriquement inviolables de 4,7 millions d'usagers de LinkedIn. Un peu plus tard, il matérialisera sous forme de tags, tels des écrits sculptures, les captcha, cet ensemble de lettres et de chiffres, étrange langage mi-humain mi-machine, qui permet aux ordinateurs d'attester que leurs usagers ne sont pas des robots algorithmiques. À l'ère de l'Internet 2.0, l'artiste français Christophe Bruno incarne un renouveau de cette figure de l'artiste parasite en s'attaquant aux outils et rituels du web collaboratif ainsi qu'aux réseaux sociaux numériques. Il baptise une première série d'œuvres les Google Hacks, une entreprise systématique de détournement critique et prospectif, souvent cocasse,
des fonctionnalités et des usages du désormais célèbre et incontournable moteur de recherche Google. En 2001, l'artiste crée ses premières épiphanies prolongeant sur le web l'œuvre de James Joyce. Au début du XXe siècle, l'écrivain James Joyce arpentait les rues de Dublin et notait dans son carnet tout au long du parcours des bribes de conversations échangées entre les différentes personnes qu'il pouvait croiser sur son chemin, conversations dont il proposa de considérer la valeur poétique. Au XXIe siècle, Christophe Bruno transpose cette dérive sensible et poétique dans l'univers d'Internet et de Google. À partir d'un mot-clé saisi par un internaute dans la barre de recherche du moteur, son générateur d'épiphanie parasite l'algorithme de Google afin de collecter sur Internet des bribes de phrases, réagencées comme des petits poèmes aléatoires. Radicalisant cette démarche, l'artiste crée en 2002 une seconde pièce, une performance de 24 heures, intitulée Google AdWords Happening, qui détourne et parodie la logique des AdWords par laquelle Google accroît ses revenus liés à la publicité par l'association des liens commerciaux aux résultats de son moteur de recherche. Le système est désormais bien connu, la fonction AdWords consiste en un système de location de mots dans un but publicitaire. Pour y recourir, un webmaster a la possibilité de louer un mot auprès du service Google AdWords afin d'y associer un lien vers le site web qu'il souhaite mettre en avant. Par la suite, si un utilisateur de Google opère une requête dans sa barre de recherche à partir du mot-clé loué, le site web du locataire apparaît en tête des résultats de recherche. Les mots et le langage deviennent bien en ce sens un produit monnayable. L'artiste détournait ainsi avec humour la logique strictement commerciale et utilitariste du langage instauré par Google, en faisant dévier l'internaute de sa recherche initiale, souvent purement utilitaire, pour l'amener vers une proposition plus inattendue, une surprise, susceptible d'élargir son imaginaire. Mais ce projet fut rapidement entravé par l'entreprise Google, pour cause de non-rentabilité commerciale, au prétexte que les mots renseignés n'avaient pas assez de prix, de valeur. Comme le souligne cet extrait de mail reçu par l'artiste. En tant que loueur du service AdWords, Christophe Bruno disposait lui-même de l'accès vers les statistiques relatives à la performance et à l'efficacité de ses AdWords. Pour symptômes, il avait par exemple obtenu seulement 16 clics d'internautes pour 5517 vues du poème. Sa location chiffrait donc un faible taux d'efficacité, 0,3%. Le prix de symptômes étant de $0,05, l'artiste était donc prélevé de $0,80. Un score bien maigre, si on s'amuse à le comparer au prix d'autres mots, dont la valeur Google témoigne à l'envi de la mécanique corruptrice des AdWords, sexe $3800, on pouvait s'y attendre, $410 peut paraître dérisoire. Dieu $10 se passe de commentaires, quand free $5700 laisse pantois. Ironie statistique, qui fait du mot free, que l'on peut doublement traduire en langue française, par libre et gratuit, le mot le plus cher du palmarès, et dont l'usage rencontrait alors le plus fort coût à payer. 24 heures après la première mise en ligne de ses poèmes, le compte Google AdWords de Christophe Bruno sera donc coupé car jugé non rentable. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une censure, morale ou même éthique, car ce que révèle cette affaire est moins le manque d'intérêt de Google pour la valeur poétique de la démarche de l'artiste, que la sanction économique face à l'échec présumé de la démarche. Christophe Bruno y voit quant à lui le symptôme d'un nouveau capitalisme, sémantique, instauré par la firme Google qui s'approprie et transforme le langage en marchandise. Dans ce marché du langage, une valeur économique, un prix ou un coût sont attribués à chacun des mots d'une langue, en fonction de sa popularité et surtout de sa potentielle rentabilité. L'AdWords doit être vendeur, et à cet égard, Google fait bien figure de symptôme de l'évolution mercantile d'Internet. Emblématique, le projet Human Browser, navigateur humain, propose cette fois une série de performances Internet sans fil Wi-Fi dans l'espace physique. Un comédien, non déclaré, s'immisce dans des conversations de groupe. En réponse aux dialogues et aux éventuelles questions qui lui sont formulées, sa contribution prend la forme d'une restitution, en temps réel, du flux textuel provenant de résultats de requêtes Google. En interprétant les pages du moteur de recherche qui ont été converties par une application de text-to-speech, ce navigateur humain est ainsi asservi aux réponses que donne Google aux requêtes émises par son entourage, littéralement possédé par l'algorithme qui lui dicte sa et formate ses émotions.
À contre-courant, l'œuvre de Christophe Bruno nous entraîne ainsi dans une parodie joyeuse et cynique de nos économies langagières et visuelles engendrées par l'Internet mercantile. Son œuvre joue de l'ironie ou de la dérision pour interpeller la résistance ou la crédulité du public. Le dadamètre constitue l'aboutissement de ces différents Google Hacks, entendus comme des dispositifs artistiques et des programmes informatiques qui détournent l'algorithme de Google de ses fonctions utilitaires tout en révélant les dimensions contraignantes et cachées. Le dadamètre, cet étalon de la déchéance de l'aura du langage comme le dit l'artiste, se présente comme un indice global devant permettre de mesurer notre distance par rapport à Dada. Le projet, inspiré de la méthode d'écriture de Raymond Roussel, est une nouvelle satire de la récente transmutation du langage en un marché global régi par Google. Découvrant dans une biographie de Marcel Duchamp la méthode d'écriture de l'écrivain Raymond Roussel, l'artiste Christophe Bruno ambitionne d'établir une correspondance avec l'ère numérique. Afin d'autogénérer ou de construire de façon mécanique sa production littéraire, le précurseur du mouvement Dada qu'était Raymond Roussel avait en effet mis en œuvre un procédé jouant sur l'homophonie, la ressemblance, ou l'équivoque du sens des mots. Christophe Bruno voit dans ce projet de machine à produire des romans, dans cette mécanisation de la littérature, avant l'heure, un écho de ce qui se passe aujourd'hui, notamment à travers le désir de Google de mécaniser la pensée et de composer une sorte de taylorisme invisible du discours, à des fins non plus poétiques, mais mercantiles et capitalistes. Au cœur du dadamètre, un algorithme conçu avec l'ingénieur informaticien Valérie Lacatuzu permet à Christophe Bruno de scanner les millions de pages de Google et d'en extraire et analyser le langage à partir de 3 variables principales, l'homophonie, la proximité sémantique et l'équivoque. Le dadamètre organise et dispose alors sur une carte différentes régions langagières qui offrent une double visualisation, sous la forme d'un graphe et d'une dadama, de l'étendue et de la nature du langage emmagasiné et traité par Google. L'artiste s'inspire de cette cartographie pour réinterpréter les principaux mouvements médiatiques et les courants de l'histoire de l'art. Plusieurs zones de déchéance de l'aura du langage s'y dessinent. La zone mainstream qui renvoie au discours courant, au buzzword, mot à la mode, et à la pensée unique. La zone de l'ennui, boredom, est celle où la proximité sémantique des mots est maximale et où tout devient prédictible, on y trouve le bling-bling, les courants pop, Warhol, etc. La Wasteland, zone de friche marquée par une très faible proximité sémantique, est représentative des épiphanies de Joyce, mais aussi du apax de Mallarmé, qui sont à la limite de la signification. Enfin, la zone de l'utilitarisme, utilitarianisme, dans laquelle le sens des mots est trop, clairement défini, dans l'objectif de neutraliser tout équivoque. La Dadama nous donne ainsi à voir une sorte de carte météo de la pensée globale, traversée d'une multitude de flux et de courants qui orientent et déterminent les mouvements et la circulation de la pensée Google. La matière première du capitalisme sémantique serait extraite de la friche, Wasteland, plus riche de nouveaux sens et de nouveaux termes, acheminés postérieurement dans la zone mainstream, dans laquelle ils seront abondamment consommés, avant de devenir inévitablement ennuyeux, boredom, et de glisser dans la zone de l'utilitarisme, puis abandonnés à la zone de friche où ils seront recyclés. Par conséquent, si les mots, ou groupes de mots, qui caractérisent la zone de friche, Wasteland, sont ceux qui sont le moins recherchés sur Google, ils sont aussi les mieux à même de renouveler le langage, en favorisant une plus forte créativité. À l'inverse, la zone utilitaire est celle qui anesthésie le langage, en octroyant une signification, et une seule, à chaque mot, les privant de toute ambiguïté et polysémie. Visuellement, chaque couple de mots est représenté sur la carte, Dadama, par un pixel dont la couleur est définie par les variables de l'homophonie, couleur rouge, de la proximité sémantique, vert, ou de l'équivoque, bleu. Les pixels organisent ainsi des climats changeants et évolutifs selon les perturbations du langage. L'œuvre permet, enfin, d'expérimenter un graphe interactif, qui fait varier l'algorithme, en offrant à l'internaute de naviguer d'une zone à l'autre. Les mots correspondants, et leurs liens, apparaissent alors, comme une émanation ou pure émergence, en temps réel, de l'état du langage couvert par l'application Google. Que nous dit ce projet? Pensons au mot d'ordre de Google. Organiser et faire le bien. Ces deux missions, que ces données Google adoptent comme mode opérationnel de mettre de l'ordre dans le chaos. Mais de ce point de vue, la multinationale semble davantage symboliser et prolonger, à sa manière,
le vecteur de l'impérialisme américain, du bien contre le mal. L'espoir ou la croyance démocratique trouve ici définitivement ses limites. Le fonctionnement de Google étant, en effet, entièrement basé sur le plus grand nombre. C'est la doxa contre la gône, l'opinion commune, et les élans de soi, contre le procès du questionnement, et le conflit des idées. C'est l'avis de la majorité qui est recherché, au détriment de la controverse et de l'opposition, ou simplement de la diversité et de la pluralité des points de vue hétérogènes. Notons particulièrement que, le dadamètre ne s'attaque plus seulement ici au seul mot-clé, transformé en AdWord, mais prend pour cible, cette fois, les velléités de prédiction panoptique, propres au web sémantique, développées par Google. D'une novlangue apparaissait comme un des principaux instruments de cette stratégie, visant la maîtrise parfaite de la conscience, par une restriction des limites de la pensée. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Alternant le ton de la parodie et la prospective technologique, Christophe Bruno pousse dans ses derniers retranchements cette tentative de contrôle et de mécanisation de la production langagière. Il se joue des potentialités de Google, en éclairant simultanément les dangers de la surveillance, généralisée et en continu du web, qui dans sa version 2.0 représente un aboutissement des stratégies de contrôle, dans le domaine de l'écrit. En effet, qu'est-ce d'autre, sinon une sorte de sélection naturelle, des mots et du langage, mise en place et organisée par Google ? Ce qui a évidemment pour effet pervers, non pas, de faire littéralement disparaître certains mots, mais de les reléguer à un statut, et dans une zone d'invisibilité, pour le moins problématique. Google voit tout, ordonne tout, contrôle tout, ayant recours au peaufilage pour optimiser son algorithme. Dans son roman d'anticipation, 1984, George Orwell avait imaginé un environnement dystopique, soumettant le peuple à un régime totalitaire du langage. Le panoptique du Big Brother, capable de tout voir sans être vu, déployait en effet 3 méthodes principales de la surveillance vidéo, audio, la suppression de la mémoire, par falsification et réécriture de l'histoire, et la destruction de la langue, par simplification ou épuration de son vocabulaire. Ce que montre bien, ironiquement, le dadamètre, car seuls les mots les plus rentables sont mis sur le devant de la scène, par Google, quand ceux de plus faible valeur, seront peu à peu délaissés et peut-être même oubliés. Ce retournement critique et parodique, peut trouver un écho à travers d'autres pièces, telles que My Google Search History, par laquelle l'artiste Albertine Meunier choisit d'éditer, et donc, de rendre public, 5 années de son historique de navigation sur Google. Une publication, un livre, peut-être difficile à lire, mais qui en dit certainement beaucoup, sur les habitudes de vie, l'activité, les goûts, les préférences culturelles ou politiques. Un livre qui dévoile aussi, sans doute, l'intimité, les craintes et obsessions, les perversions, peut-être. Autant d'indices et de données, emmagasinés et exploités par Google qu'il s'agit, ici, de reprendre en main, de se réapproprier. Et je terminerai ce parcours analytique, par la pièce Today's Great, de 2014, dans laquelle l'artiste Julien Prévieux érige, ironiquement, en œuvre d'art, des schémas, notes et gribouillis, laissés sur le tableau blanc des employés de Google, photographiés au téléobjectif depuis l'immeuble faisant face au désormais célèbre Binocular Building, conçu par l'architecte Frank Gehry à Los Angeles. L'artiste réalise, ensuite, une série de dessins à l'encre de Chine, à partir des détails prélevés, inversant ainsi les rôles, en nous invitant, en traquant le tracker, à reprendre la main sur nos données, et sur notre langage. Mots-clés, art, numérique, langage, écriture, viralité, matérialité, performativité, médiactivisme, script, commande, reconnaissance et génération de texte, virus poétique, bug.